et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce 200e numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Dernier des pays d'Europe, le Kosovo a fêté les 10 ans de son indépendance le 17 février dernier. Un statut qui n'est reconnu que par une partie de la communauté internationale, dont les États-Unis et 22 pays de l'Union européenne. La Serbie, elle, refuse toujours de reconnaître l'indépendance de son ancienne province. Elle est notamment soutenue par la Russie et la Chine, ce qui empêche le Kosovo d'être membre des Nations Unies et d'un certain nombre d'organisations internationales. Depuis 2011, des négociations entre Belgrade et Pristina se déroulent sous l'égide de Bruxelles. Elles ont permis de régler un certain nombre de problèmes du quotidien pour les populations. Entre pauvreté, chômage, corruption, chaos politique et exode massif de sa population, le Kosovo peine à se construire un avenir. Kosovo, les mots de l'indépendance, c'est un reportage de Laurent Rouy. Aéroport international de Pristina. Un vol charter en provenance de Francfort vient de se poser. À son bord, 40 travailleurs clandestins kosovars renvoyés vers leur pays d'origine. Leurs proches qui sont venus les chercher sont amers. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien ici. Pourquoi ils renvoient ces gens, des gens qui ont vécu là-bas 10, 20 ans, dont les enfants sont nés là-bas? Comment ces gosses vont s'adapter à la vie ici? Il arrive en moyenne un charter par semaine à Pristina. La plupart des migrants rapatriés avaient quitté le Kosovo lors de l'exode économique de l'hiver 2014. 40 000 d'entre eux ont ainsi été expulsés depuis. Le double serait toujours à l'étranger. La vague est telle que le ministère de l'Intérieur a dû prendre des mesures. Dès leur arrivée, dans les locaux même de l'aéroport, les rapatriés reçoivent des conseils pour se réinsérer. Ça, c'est le courrier type qu'on reçoit du ministère allemand. Il contient toutes les informations, l'état de santé, en bref, toutes les informations à propos des gens rapatriés qui peuvent nous être utiles lorsqu'ils se présentent à notre bureau. Les gens viennent d'atterrir et commencent à arriver. En voilà un juste derrière. Comment vous appelez-vous? On peut vous poser quelques questions? Vous avez des problèmes de santé, vous ou peut-être votre fils? Je ne sais pas ce que je vais faire. J'arrive de la ville de Münster. Ils viennent juste de m'attraper. Je savais que ça pouvait arriver, mais je ne m'y attendais pas. Parce que ma petite amie enceinte est restée là-bas. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à m'expulser. Douli recevra peut-être une aide financière pour reconstruire sa vie au Kosovo. Mais les portes de l'Union européenne lui sont désormais fermées. Rosafa, 50 ans, a aussi été expulsée après le décès de son mari. La veille encore, elle n'imaginait pas se retrouver ici. Ils sont entrés chez moi à 3 heures du matin. Ils n'ont pas frappé à la porte, rien. Et quand ils sont entrés, je suis complètement perdue. Sans autre recours, Rosafa s'est rendue chez son frère à Prizren, au sud du pays. Elle est la seule rapatriée à avoir accepté de nous recevoir, à condition de garder l'anonymat. Au Kosovo, le fait d'avoir été expulsée est vécu comme une honte. J'ai été menottée comme ça. J'avais une espèce de cagoule sur la tête qui m'étouffait. J'avais du mal à respirer. Ils m'ont maltraitée. Jusqu'à 11 heures du matin, j'ai eu les mains attachées dans le dos. J'ai demandé plusieurs fois un permis de travail, mais ils ne me l'ont pas donné. Je ne voulais pas être dépendante des aides sociales. Je voulais gagner moi-même ma vie. Je n'ai pas eu ma chance, contrairement à d'autres. Il y a très peu de travail au Kosovo. Il est normal que les jeunes rêvent de quitter le pays. Mais seuls ceux qui ont une formation prisée dans l'Union européenne ont une petite chance. Dans cette ONG pour la promotion de l'emploi, un programme financé par l'Allemagne permet à des jeunes triés sur le volet de partir.
À 18 ans, Jetmira sort tout juste du lycée médical. Elle se prépare à décrocher un emploi d'aide-soignante à Stuttgart. Quand j'irai là-bas, je mènerai ma propre vie. Je ne dépendrai plus de ma famille et je pourrai les aider aussi en envoyant de l'argent, en réglant les problèmes financiers. Et après, je pourrai aller à l'université si je veux, parce que je voudrais devenir docteur plus tard. Au programme, classe de langue et un cours sur le mode de vie en Allemagne. Dans quelques semaines, les employeurs allemands viendront choisir ceux qui auront droit à un stage dans une maison de retraite, puis à un visa de travail. C'est un vrai privilège d'être ici, parce que tant de personnes qui désirent la même chose n'ont pas été acceptées. Cette immigration est choisie et organisée par Berlin. C'est aussi une opportunité unique de trouver un emploi bien payé pour les quelques centaines de jeunes Kosovars qui auront la chance d'être sélectionnés chaque année. Ici, ce sont les candidats qui ont été choisis pour le projet. Et ici, on a la photo des candidats lorsqu'ils arrivent à l'aéroport allemand de Stuttgart, en Allemagne. En Allemagne, la demande pour des infirmiers dans le domaine de l'aide aux personnes âgées est très forte. C'est pourquoi nous sommes en coopération avec une société d'aide allemande qui s'appelle Diakonie et la région de Bade-Württemberg en Allemagne. Pour ceux qui ne peuvent pas partir, reste le travail au noir omniprésent, sauf dans la fonction publique où les emplois sont préemptés par les électeurs fidèles au gouvernement. Résultat, presque un dixième de la population vit dans la misère avec moins de 1 euro par jour. Au Kosovo, le pouvoir est détenu par les anciens commandants de la guérilla albanaise depuis la fin de la guerre. Des gouvernements successifs très peu efficaces et minés par la corruption. Une situation qui décourage l'investissement étranger et donc le développement du pays. Au Kosovo, près d'un 1/5 du PIB vient des aides envoyées aux familles par les travailleurs émigrés. La population ressent les effets de la corruption à travers les services publics. Bien sûr, le gouvernement est inefficace, les administrations locales aussi. Les investisseurs privés font banqueroute et c'est ça le problème. C'est comme ça que nous, les citoyens, subissons la corruption des institutions. Et d'un autre côté, vous voyez les politiciens devenir de plus en plus riches chaque jour. Dans les zones serbes, la situation économique n'est pas meilleure. Petar Akčić est professeur de chimie. Bonjour. Bonjour. Tu peux t'asseoir. Dans la ville de Gilan, la population serbe a presque disparu. Au collège, une seule élève qui suit la même scolarité que les enfants de Serbie. Les Serbes étaient déjà très minoritaires, ils ne représentent que 6% de la population du Kosovo. Et ils vivent toujours dans des enclaves séparées. Ici, c'est le village serbe de Stanisor. Il y a aussi des Albanais, normal. Petar Akčić passe une partie de son temps libre à visiter des petits villages de l'Est. Il tente de dissuader les dernières familles serbes qui y vivent de vendre leur maison et de quitter définitivement le Kosovo. Et là, de Gilan jusqu'ici, les Albanais n'ont jamais vécu. Les Albanais ont acheté ces terrains à des Serbes, normalement, légalement. Le paiement a été versé. Ça, ce sont de vieilles maisons serbes. Là-bas, il n'y a même plus une seule famille pour y vivre. Beaucoup de villageois préfèrent tenter leur chance en Serbie plutôt que de rester dans ces régions reculées. Comment vas-tu, camarade? Bien, et toi? Cette forêt-là en face, elle a été vendue? Celle-là est vendue, et puis celle-là, et aussi celle-ci là-haut. Et c'est pareil à côté de chez Sacha. Tu sais, Sacha, c'est vendu devant sa maison, et derrière sa maison aussi. Dans ce village autrefois à majorité serbe, presque tous les habitants sont partis ou ont vendu à des Albanais du Kosovo. Je ne vois que des gens avec des camions, et ils partent. Et personne ne les retient. Les autorités locales ou je ne sais qui de responsables. Ou alors le gouvernement de la République de Serbie. La situation sociale est mauvaise. On survit seulement. En revanche, les relations interethniques entre les Serbes et les Albanais dans la région sont très bonnes. Dans le village de Zebince, il ne reste qu'une seule famille serbe, celle de Zoran Stanojević. Agriculteur, il essaye de subsister en cultivant des fruits rouges. Les relations avec ses nouveaux voisins albanais, nous dit-il, ne posent aucun problème. Mais il se plaint de ne pas pouvoir écouler sa production.
et ne disposent donc que d'un revenu très modeste. Pour l'instant, je ne prévois pas de partir, même si j'ai 2 fils. Un de mes fils est actuellement en Serbie, mais il n'a pas eu le choix. C'était pour sa spécialisation de médecine. Il n'a pas pu trouver une place ici. Dans les zones urbanisées aussi, les Serbes déménagent. Même à Mitrovica, l'enclave serbe qui résiste depuis toujours à l'indépendance. Alors que la rivière a longtemps marqué la frontière entre les deux communautés, des Albanais rachètent les maisons des Serbes qui partent. En témoignent ces drapeaux suspendus en travers des rues. Fief du nationalisme serbe au Kosovo, Mitrovica Nord est en train de changer. À la suite du meurtre d'un politicien local modéré, le président de Serbie, Aleksandar Vučić, est venu au Kosovo s'enquérir des conditions de vie dans les zones serbes. Oui, c'est dur. Nous vivons entourés par les Albanais. Moi, concrètement, je vis dans un quartier où tous les voisins sont albanais. C'est une vraie fierté pour nous tous que le président soit venu. Cela nous donne espoir en des lendemains meilleurs. Et je vais vous dire quelque chose, nous allons rester. Nous n'avons nulle part où aller. Ici, c'est la terre serbe, la terre sainte, et personne ne peut nous en chasser. Dans certains quartiers de Mitrovica, les rues sont encore coupées par des barrages ou des clôtures et marquent toujours la division entre Serbes au nord et Albanais au sud. Même si elles ne sont pas présentes partout, elles ne font que renforcer le sentiment d'enfermement des Serbes. Retour à la capitale, Pristina. Jetmira et ses amis se retrouvent pour fêter une bonne nouvelle. L'un d'eux, Jetlir, a bon espoir d'obtenir la carte verte, le sésame indispensable pour travailler aux États-Unis. Son profil d'étudiant en robotique est intéressant pour les industries de pointe d'Amérique du Nord. Il vient d'apprendre qu'il a été présélectionné et doit encore se rendre pour un entretien à l'ambassade des États-Unis. Ils retiennent une personne sur 200 candidats en moyenne. C'est une chance incroyable. J'aurai un entretien le mois prochain et j'espère avoir mon visa pour les États-Unis pour poursuivre mes rêves. J'ai eu mon premier boulot à 20 ans. Le salaire était de 150 €, plutôt bas. Et je me souviens que mon dernier salaire n'avait pas été versé parce que l'entreprise faisait faillite. Qu'est-ce que tu veux y faire? Nous, les jeunes, on ne peut pas partir. C'est très difficile d'évoluer professionnellement, même en faisant des efforts. Ce n'est pas comme dans les pays développés, comme la France, les États-Unis, l'Allemagne ou la Suisse. C'est vraiment très difficile de partir de rien et d'arriver au sommet de l'échelle professionnelle ou de réussir financièrement. C'est très difficile. Des 5 amis, aucun ne voit son avenir professionnel au Kosovo. Les gens sont fatigués d'être au chômage. Même si tu poses ta candidature dans plein d'endroits, tu n'as pas une chance d'y mettre les pieds. Je veux étudier, je veux visiter le monde et faire toutes sortes de choses. 10 ans après l'indépendance, le Kosovo semble incapable d'offrir un avenir à sa population. Le pays se vide de ses forces vives et semble rester figé dans un parfum d'après-guerre. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Au fil des siècles, Paris a accordé peu de place aux personnalités féminines. Mais les temps changent et des initiatives convergent pour rendre visibles ces femmes qui ont marqué leur époque. Paris féministe sur les traces des oubliés de l'histoire, c'est avec Virginie Hertz. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel consacré à Paris. Au fil des siècles, la capitale française a laissé peu de place à ces femmes célèbres. Seulement 3 noms pour des stations de métro, guère plus pour des noms de rues. Quant aux statues, elles représentent plus souvent des allégories ou encore des muses plutôt que des personnalités du monde scientifique, culturel ou politique.
Petit à petit, les temps changent, des initiatives convergent pour rendre visibles les personnalités féminines de l'histoire qui ont été oubliées, voire carrément effacées. C'est le cas de cette visite guidée qui est menée par une Britannique qui est aujourd'hui parisienne. Bienvenue dans notre visite guidée. Je vais vous expliquer notre démarche. J'ai remarqué qu'en France, on parlait la plupart du temps des grands hommes, comme Napoléon Bonaparte ou Victor Hugo. Et ensuite, on racontait l'histoire des mauvaises femmes, Marie-Antoinette ou Catherine de Médicis. J'ai trouvé que ce n'était pas juste parce qu'il existe beaucoup d'autres femmes importantes dont j'aurais voulu parler. Dans mon école, je viens de Suède, on entend seulement parler des hommes. Et comme je suis une femme, je veux connaître mon histoire. Comme elle le disait, on veut connaître l'autre moitié de l'histoire. Or, comme la plupart de ceux qui écrivent les livres, qui dirigent les universités, les postes académiques, l'Église, sont des hommes, on apprend ce qu'ils veulent nous faire apprendre. Allons à présent à la rencontre d'une jeune féministe parisienne qui a poussé la logique un petit peu plus loin en publiant un guide, la guide de voyage sur Paris, et qui milite pour la mise en valeur du matrimoine. Charlotte Soulary, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors le matrimoine, ça veut dire quoi exactement ? Le matrimoine, c'est tout simplement le patrimoine au féminin. Le mot patrimoine, c'est l'héritage des pères. Donc il nous a semblé important pour montrer que dans le patrimoine, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont marqué l'histoire d'utiliser le mot matrimoine, donc héritage des mères. Le terme matrimoine permet de rebalancer un petit peu et puis de mettre un coup de projecteur sur ce fait-là que beaucoup de femmes ont été oubliées dans l'histoire. Nous sommes devant la conciergerie. On sait que Marie-Antoinette a été enfermée ici, mais d'autres femmes importantes également qui ont eu un rôle politique. Je pense notamment à Olympe de Gouges. En fait, Olympe de Gouges a été emprisonnée en même temps que Marie-Antoinette et a été guillotinée quelques jours après. Et Olympe de Gouges, c'est cette femme qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, sachant que la Révolution française, c'est un moment clé de l'histoire de France. C'est le moment où le peuple français abolit la monarchie, instaure la République et où la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée. Sauf que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen oubliait les femmes parce qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de participer au débat politique. Olympe de Gouges, c'était en fait une femme politique avant l'heure, c'était une activiste. Et donc Olympe de Gouges, il n'y en a aucune trace ici à la conciergerie, il y a juste une statue en fait à l'Assemblée nationale. Oui, il y a une statue à l'Assemblée nationale d'Olympe de Gouges qui a une énorme victoire. Donc ça fait 3 ans qu'elle existe et ça montre bien qu'il y a de nouveau une recherche de valorisation des femmes qui ont marqué notre histoire. Après, la conciergerie fait parfois des actions sur les femmes dans la Révolution française et notamment autour du 8 mars. Mais ce qu'on peut visiter et ce qui est montré aux touristes pendant toute l'année, en fait, c'est la cellule de Marie-Antoinette. Donc c'est encore une fois non seulement est-ce qu'on se rappelle des femmes importantes et puis quelles femmes on met en avant dans notre histoire. Merci beaucoup Charlotte. Savez-vous combien de rues portent des noms de femmes à Paris? À peine 3%. Pourquoi si peu? Est-ce que cela peut évoluer? Reportage de Laure Wagner. Dans le 8e arrondissement à Paris, inauguration de la place de l'Europe Simone Veil. Devant ses 2 fils, Anne Hidalgo a rendu hommage à celle qui fut la première présidente du Parlement européen. On ne choisit pas Simone Veil. C'est elle qui s'est imposée à nous comme une évidence. La place de l'Europe attendait en fait qu'une immense figure vienne l'incarner. Depuis 2011, 140 nouvelles plaques portent le nom d'une femme à Paris. De nombreuses rues ont été baptisées au féminin, notamment dans les quartiers rénovés des 12e et 13e arrondissements. Une politique volontariste menée par la mairie pour rattraper la parité dans la capitale. 2 fois par an, Catherine Vieux-Charrier préside la commission de dénomination des espaces publics. Sur la liste d'attente, il y a 26 femmes pour 13 hommes. Merci beaucoup. Les propositions sont faites en amont dans les conseils d'arrondissement, puis une sélection est faite en fonction des espaces disponibles. Car il est quasiment impossible de débaptiser une rue. C'est toute une histoire de baptiser une rue. Voilà, c'est dans l'imaginaire des
des touristes, c'est dans l'histoire des Parisiens. Donc il faut aussi laisser l'histoire de Paris imprégner, comme elle le fait, les rues, les places et les jardins. Les femmes restent donc largement minoritaires à Paris. Sur les quelques 6000 rues que compte la capitale, environ 4000 portent le nom d'un homme et seulement 300 celui d'une femme. Faute de place, celles-ci doivent souvent se contenter de petits espaces dans des lieux peu connus des Parisiens, à l'image de la place Olympe de Gouges dans le 3e arrondissement, dénommée en 2003 mais non répertoriée sur Google Maps. Un effort encore trop timide pour cette historienne. Les femmes ne sont pas des fourre-tout qu'on va mettre aux endroits comme ça. Je pense qu'il faut véritablement réfléchir à la manière dont on investit l'espace public, la transmission de la mémoire et surtout quel type de lieu de mémoire on souhaite bâtir pour les générations à venir. Des lieux de mémoire où les femmes sont encore trop souvent associées à un homme. Par exemple, la physicienne Marie Curie à son mari Pierre Curie, la philosophe Simone de Beauvoir à son compagnon Jean-Paul Sartre, et bientôt, la chanteuse France Gall à Michel Berger. Partons à présent à la rencontre de Camille Morino, spécialiste de l'art, qui a fondé une association pour mettre en valeur des œuvres de femmes, notamment à Paris. Camille Morino, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors, à Paris, à quel point les artistes femmes sont absentes ou présentes dans l'espace public ? Les artistes femmes sont relativement absentes de l'espace public, à peu près proportionnellement à leur présence ou absence dans les grands musées, puisque la commande est un peu le plafond de verre ultime pour les artistes femmes. La commande pour l'espace public découle souvent du pouvoir politique, de budgets assez importants, d'une grande reconnaissance. Et tout ça, les artistes femmes ne l'ont pas eu. Elles n'ont pas été assez connues, pas été assez présentes dans les cercles politiques ou d'influence. Quand on se promène à Paris, on voit beaucoup de sculptures représentant des femmes et on a l'impression finalement que les femmes sont très présentes dans l'art à Paris et pourtant ce n'est pas le cas. Alors oui, la femme est très présente sous forme d'allégorie. C'est la Muse, c'est la France, c'est Marianne, c'est un personnage philosophique mais assez désincarné. Mais c'est pas la femme sculpteur, c'est pas la femme qui signe, sculpteur ou sculptrice d'ailleurs. Et c'est en fait ce déséquilibre qui est à l'œuvre dans l'histoire de l'art, où effectivement la femme a été beaucoup représentée par les hommes dans le regard désirant des hommes, mais pas en tant qu'auteur. En préparant cette émission, vous m'avez parlé du Second Empire. Il y a eu quand même une impulsion particulière pour les femmes, et notamment à travers Eugénie. Oui, l'impératrice Eugénie était une relative féministe, même si le mot n'existait pas à l'époque. Elle a remis la Légion d'honneur à Rosa Bonheur en 1864 en disant « l'Eugénie n'a pas de sexe ». Rosa Bonheur, en quelques mots, vous pouvez nous dire qui elle est ? Alors Rosa Bonheur est un des grands peintres du 19e, qui a d'ailleurs été assez reconnu, qui a eu des grandes commandes. On voit des grands tableaux d'elle au musée d'Orsay. Elle avait comme spécialité de peindre des animaux, notamment les animaux de la ferme, et elle les peignait sur le vif. Et elle expliquait qu'elle ne pouvait pas se promener dans les champs en robe, donc elle a décidé de s'habiller en pantalon. Et donc c'était une femme qui se promenait en pantalon, qui par ailleurs était homosexuelle et qui vivait son homosexualité relativement au grand jour à l'époque. Donc c'était une femme qui avait beaucoup de caractère et qui a donc reçu la Légion d'honneur. Donc il y avait une relative reconnaissance déjà à cette époque de la création au féminin. La nièce de l'impératrice était elle-même peintre et sculpteur, a soutenu certaines artistes femmes. Et puis au cours du 19e, il y a eu quelques organisations de ces artistes femmes, notamment l'Union des femmes peintres et sculpteurs, qui a été organisée et créée par Léon Berthaud, pseudonyme d'une artiste femme, qui elle-même était sculpteur et qui a eu un certain nombre de commandes. Donc il y a une histoire qui démarre quand même au 19e siècle. Et on peut rappeler aussi que les artistes femmes n'avaient pas droit, enfin les femmes n'avaient pas droit d'aller aux Beaux-Arts pendant longtemps. Elles sont rentrées à l'école des Beaux-Arts en 1900, elles ont eu droit au prix de Rome à peu près au même moment. Donc il y a quelque chose qui se passe comme au début du XXe siècle, une reconnaissance qui va prendre forme au fur et à mesure du XXe siècle, mais qui est très très lente. Quelles sont les grandes artistes femmes à Paris, on peut voir ?
Alors il y a La Fontaine Stravinsky qui a été réalisée par Nikita Fad et Jean Tinguely. Un peu moins connue, des œuvres de Martha Pan, une artiste immigrée hongroise qui a été une grande inventeur de la sculpture au XXe siècle, notamment des sculptures flottantes. Il y a aussi Germaine Richier qui est présente au Jardin des Tuileries avec son grand échiquier, qui a été un des grands sculpteurs qui a eu des commandes dans les années 50. Et peut-être aussi Barbara Hepworth, quoiqu'elle est plus présente à Londres qu'en France. Mais ces quelques noms signalent plus leur absence dans l'histoire que leur présence. Je vous remercie beaucoup, Camille Morino. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et on se quitte devant le Panthéon qui vient d'accueillir une 6e femme, Simone Veil, qui sera aux côtés de 72 grands hommes, en espérant qu'à l'avenir, la patrie saura reconnaître ces grandes personnalités de façon plus paritaire. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Ce soir, nous revenons sur la vie de François Mitterrand, 20 ans après sa mort et 100 ans après sa naissance. Premier président socialiste de la Ve République et dernier des dirigeants français à avoir traversé la Seconde Guerre mondiale. Il est toujours admiré pour sa culture, respecté pour sa haute idée de la fonction présidentielle. Coup de projecteur sur son héritage politique, le récit d'Antoine Mariotti. Regarde, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Un homme, une grosse main, a ouvert le chemin vers un autre demain. François Mitterrand, ce sont des images fortes et un espoir de changement pour la gauche française en 1981, lors de son arrivée au pouvoir. Une ambiance indéfinissable, chante Barbara, mais plusieurs mesures concrètes. L'abolition de la peine de mort, les radios libres ou encore la dépénalisation de l'homosexualité. Le socialiste impose aussi la retraite à 60 ans et une 5e semaine de congés payés. Mais son bilan est contesté. Il est raillé pour le tournant de la rigueur, moins de 2 ans après sa prise de fonction, et pour l'explosion du chômage, face à laquelle il réplique que tout a été tenté. Ses adversaires lui reprochent aussi d'avoir fait volontairement monter en flèche le Front National et de lui avoir permis d'entrer massivement à l'Assemblée nationale avec la proportionnelle. En 14 ans, François Mitterrand aura vu défiler 7 premiers ministres, un tous les 2 ans. C'est sous sa présidence que la France vivra sa première cohabitation. Les socialistes sont balayés aux élections législatives de 1986 et Jacques Chirac devient alors Premier ministre. Mais si le mode de fonctionnement reste à inventer, Mitterrand est bien décidé à garder ses prérogatives et à lui mener la vie dure, y compris lorsque les journalistes s'adressent directement à son Premier ministre devant lui. Si vous permettez, il y a une conférence de presse, bien entendu, M. le Premier ministre est là, et tout à fait normal qu'il en soit levé, mais il n'y a pas 2 conférences de presse à la fois. François Mitterrand, c'est aussi la construction européenne, le couple franco-allemand avec Helmut Kohl et le traité de Maastricht qui instaure notamment la monnaie unique et l'union politique. L'Europe de la paix, lui dont la génération a connu la guerre. Celles et ceux qui par millions rêvent comme nous qu'un jour l'Europe sera l'Europe. Le président français était pourtant encore opposé quelques années plus tôt à la réunification de l'Allemagne. Merci à vous. Bonjour. Près de 35 ans après son élection, les socialistes français se revendiquent toujours du mitterrandisme. Il reste énormément de choses. La preuve, il reste la fidélité. La preuve, il reste les gens qui sont là. Mitterrand a été tour à tour l'homme le plus haï de France et l'homme le plus aimé de France. De quoi inspirer François Hollande, premier socialiste à accéder à l'Élysée depuis Mitterrand. Le chef de l'État actuel a été, comme son prédécesseur à son époque, le président le plus impopulaire de la Ve République, avec l'espoir que pour lui aussi, le vent finira par tourner. Mais l'histoire de François Mitterrand, ce sont aussi de nombreux scandales qui ont fait les gros titres. De sa fille cachée à l'ordre de couler le Rainbow Warrior,
Difficile d'éluder la part d'ombre de ce président qui n'a pas toujours été en meilleurs termes avec les journalistes. Le récit de Laure Manin et Pauline Godard. Septembre 1994, le scandale éclate. Le grand public apprend officiellement l'existence de Mazarine, la fille cachée que François Mitterrand a eue avec Anne Pinjot. Elle a été la femme de l'ombre pendant 32 ans. Elle avait juste 20 ans quand elle a rencontré l'ancien leader socialiste, lui était alors âgé de 47 ans. Elle savait qu'il ne quitterait jamais Danielle, son épouse. Cette vie privée, l'entretien par conséquent de cet enfant et le logement de sa compagne, tout ça se faisait aux frais du contribuable. C'est donc du côté du porte-monnaie, si vous voulez, que cette affaire a fait scandale, beaucoup plus que l'histoire d'un adultère. D'autant que la cellule antiterroriste de l'Élysée est mobilisée pour garder le secret. Entre 83 et 86, elle écoute en toute illégalité jusqu'à 150 personnes, dont l'actrice Carole Bouquet. Parce que c'est tellement absurde. En 1985, c'est l'affaire du Rainbow Warrior, dont le photographe Fernando Pereira est une victime collatérale. Avec l'autorisation express de François Mitterrand, les services français envoient le navire de Greenpeace par le fond pour l'empêcher de gêner les essais nucléaires dans le Pacifique. D'autres affaires jettent une ombre sur le mythe, comme un épisode de la jeunesse de Mitterrand, alors militant de droite. Après s'être évadé d'Allemagne, il est devenu employé dans l'administration de Vichy et ce sera 18 mois, 2 ans plus tard, qu'il entrera véritablement dans la résistance. Il a été ce que les historiens de la période appellent un vichisto-résistant. Autre point noir de l'histoire, sa sévérité en 1956 envers les nationalistes algériens. Dans cette circonstance, la justice exige la rigueur des responsables. Il est alors ministre de la Justice et un fervent partisan de l'Algérie française. Il reste inerte face à la torture et valide l'exécution de dizaines d'insurgés qui n'ont pour la plupart pas de sang sur les mains. Son dernier secret, c'est bien sûr celui de sa maladie. Un cancer de la prostate généralisé qu'on lui découvre 6 mois seulement après son arrivée au pouvoir. Malgré ses promesses de campagne, il cache son état de santé au grand public jusqu'en 1992. Un mystère demeure encore aujourd'hui. Le président est-il mort naturellement ou a-t-il été aidé comme il l'avait demandé? François Mitterrand a aussi voulu marquer son temps. En bon intellectuel, il a lancé des chantiers de bibliothèques, de musées, de monuments. Et sa passion pour l'architecture a durablement transformé Paris avec des créations très originales comme la façade de verre et d'acier de l'Institut du monde arabe. On s'arrête à présent sur cette facette de sa présidence. Mitterrand, le bâtisseur, Florence Gaillard. Mitterramsès et Toutankhamon, 2 surnoms donnés à François Mitterrand pour ses projets pharaoniques. Le musée d'Orsay d'abord, projet hérité de ses prédécesseurs, puis l'Institut du monde arabe, une structure d'acier, de marbre et de verre qui marie l'ancien et le moderne, l'Orient et l'Occident. L'état des bonnes relations. Pardon de vous interrompre. Vous voyez comme c'est beau. Oui. C'est sans nouvelle qu'il y en a été l'architecte. À la fois cette présentation de cette façade et d'autre part cette échappée sur Paris. En 1988, c'est au tour du Grand Louvre. François Mitterrand chasse le ministère des Finances de l'aile Richelieu et impose sa pyramide au beau milieu de la cour Napoléon. Un mélange des genres qui fait controverse. Pas ensemble, pas dans cette architecture, je crois. Et vous, madame? Moi, je suis enthousiaste. Deuxième septennat, deuxième impulsion. François Mitterrand rêve d'un haut lieu de musique moderne et populaire. Alors, pour le bicentenaire de la Révolution, il étrenne l'Opéra Bastille en présence des grands de ce monde. La même année, il fait bâtir l'Arche de la Défense dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. Des projets gigantesques, des budgets colossaux. En 14 ans, la facture s'élève à 38 milliards de francs, presque 6 milliards d'euros. La dernière commande de François Mitterrand est de loin la plus onéreuse. La grande bibliothèque fait polémique chez les contribuables
comme chez les intellectuels. Vouloir construire la pyramide de Khéops et tout faire en même temps, la bibliothèque nationale, des bibliothèques pour des étudiants, des bibliothèques pour les petits-enfants qui vont colorier, technologiquement c'est possible. Ça va coûter horriblement cher et ça ne résoudra pas les problèmes. En mars 1995, juste avant de quitter le pouvoir, François Mitterrand inaugure l'édifice qui porte aujourd'hui son nom. De la dizaine de chantiers qu'il a voulu, seul le centre de conférence quai Branly reste dans les cartons. Mais qu'à cela ne tienne, son successeur y construira un musée 10 ans plus tard. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Ce soir, nous vous emmenons dans les coulisses du célèbre musée du Louvre à Paris, à la rencontre des artisans d'excellence. Ces petites mains sont garantes des milliers d'œuvres de cette institution mythique et qui accueille 9 millions de visiteurs chaque année. Reportage. Le Louvre est à la fois le musée le plus mythique et le plus grand de la planète. 9 millions de visiteurs par an, 30 000 par jour en moyenne, pour admirer les quelques 38 000 œuvres exposées. Les réserves de cette institution en contiennent 11 fois plus. Un trésor inestimable qui reprend vie chaque mardi, jour de fermeture du musée. Les œuvres sont déplacées dans un balai parfaitement rodé. Guillaume Scherf, le conservateur du département sculpture, est toujours présent. C'est toujours un peu dangereux, enfin un petit peu stressant. Enfin, il y a des moments qui sont plus stressants que d'autres, mais à chaque fois on sort une œuvre de son contexte et donc il faut faire attention. Les maîtres du jeu lors de ces mouvements d'œuvre sont les installateurs, épaulés ce jour-là par les marbriers. Aucun mouvement superflu, la concentration est maximale, tant chaque pièce déplacée est précieuse. Chaque mardi, nous sommes en salle à faire des manœuvres comme celle-ci. Nous, on a une formation de taille de pierre, ce qui nous permet de comprendre les volumes et les fragilités des sculptures. Cette sculpture-là, L'amour de Jacques Sally, vaut 5,5 millions d'euros. Et puis, on a une vue de profil. Et là, la lumière, elle frappe comme ça. Classée trésor national, elle fut l'œuvre préférée de la marquise de Pompadour, maîtresse de Louis XV. À quelques couloirs de là, sous l'une des 403 salles du musée, la restauration du mobilier d'usage est confiée à 5 ébénistes. C'est agréable de travailler au Louvre? C'est un privilège. C'est plus qu'agréable de travailler au Louvre. On s'ouvre l'esprit comme on ne pourrait pas le faire ailleurs. C'est qu'on voit du monde, on voyage pas mal. Dans la tête, mais on voyage. Il travaille dans l'un des 14 ateliers dédiés à la mise en valeur des œuvres. On a eu un bus d'urgence à sortir de salle parce qu'il glissait. On l'a ramené à l'atelier pour lui faire un socle de fixation. C'est prestigieux, c'est un honneur d'être en contact avec toutes ces œuvres. Est-ce qu'on a peur de casser quelque chose? On y pense tout le temps, mais faut pas penser à ça. Faut être sûr de soi. Pour tous ces techniciens d'art, la transmission du savoir-faire est un devoir. Lui, il est sur un apprentissage pour aboutir à un CAP de taille de pierre. Donc là, on utilise Voilà, il est chez les compagnons. Il dépend des compagnons du Tour. Là, on a particulièrement un doué, là. Ça fait longtemps que vous avez appris, que vous pratiquez? J'ai débuté début septembre. Là, début septembre.
Magie du trompe-l'œil. Qui aura remarqué que certains socles étaient en faux marbre? Celui de la Vénus de Milo, par exemple. Les 9 peintres décorateurs du Louvre en sont les auteurs. On a commencé par faire de la fausse pierre, donc des trompe-l'œil, un peu comme vous voyez ici. Voilà, et tout de suite, moi qui étais déjà dans le dessin, ça m'a permis de développer cette passion et de continuer dans cette lancée. Il existe même une forge sous le Louvre, destinée à créer sur mesure les différents systèmes d'accrochage et de présentation des œuvres. L'objet d'épouse l'œuvre, c'est-à-dire que nos montages épousent l'œuvre, c'est pas le contraire. Les gens voient que l'œuvre, ils ne voient pas le nombre d'heures d'exécution du montage. C'est quand même un métier passionnant. Si vous avez 100 œuvres, vous avez 100 montages différents. Une précision d'orfèvre pour permettre, quelques heures plus tard, à ces tabatières d'être comme suspendues dans leur vitrine. Le Louvre possède une collection impressionnante de 9000 cadres, exposés ou en réserve. Un fonds précieux pour habiller les peintures du musée. 6 encadreurs et doreurs veillent à leur conservation selon des techniques ancestrales. Ici, nous avons à cœur de ne jamais restaurer un cadre dans son entier. On va vraiment intervenir que sur les manques, parce qu'on respecte sa dorure d'origine. Cette patine fait partie de l'histoire du cadre. On veut donner l'impression que le cadre a tout à fait bien vieilli, tranquillement en fait. Que le temps est passé avec poésie, disons, et pas avec agressivité. Un laboratoire de savoir-faire servi par 110 techniciens d'art, 8 siècles d'histoire et de culture. C'est en Petit Paradis, à une vingtaine de kilomètres seulement des côtes bretonnes. Au milieu de ces eaux claires se dessine l'archipel des Glénans. Saint-Nicolas, Pamphret, le Loc sont les îles les plus grandes de ce chapelet, qui en compte 10. L'archipel des Glénans est aussi célèbre pour son école de voile, école de sport, mais aussi école de la vie. Reportage. C'est un petit paradis à une vingtaine de kilomètres seulement des côtes bretonnes. Au milieu de ces eaux claires se dessine l'archipel des Glénans. Saint-Nicolas, Pamphret, le Loc sont les îles les plus grandes de ce chapelet qui en compte 10. Les eaux de cet archipel regorgent de poissons, un paradis pour les pêcheurs. Ce matin, Yves initie son fils Arthur à la chasse sous-marine. Sous le gros caillou avec la grotte là, tu rentres dans le trou là, tu devrais voir normalement du poisson. Les araignées sont plus de l'autre côté sur le tombant là. Sous ce caillou, il y a des parties qui sont creuses avec des grottes assez profondes. Donc le poisson à basse mer vient se réfugier dedans. Il y a un petit peu de tout, il y a du crabe, il y a de la vieille, il y a parfois du bar et de la dorade, donc c'est intéressant. Puis les fonds sont surtout magnifiques, donc voilà. En apnée, dans une eau à 13 degrés, la chasse commence. Au milieu des poissons, ce jour-là, des araignées. Mais surtout, un énorme homard de plus de 3 kilos. C'est l'or bleu de l'archipel. Mais pas la seule attraction du coin. La nature sauvage attire chaque jour des milliers de visiteurs en été, en particulier le sable blanc de l'archipel, qui donne aux eaux cette couleur unique. Alors là, on en a un très bel exemple. Une algue rouge. Assez curieusement, on pourrait croire que c'est du corail, pas du tout. C'est une algue. Quand elle meurt, elle se dépigmente et elle devient blanche. Et puis, elle va s'éroder, s'user. Cette farine de merle qu'on va avoir va nous donner ce sable extrêmement blanc qui est vraiment la caractéristique de l'archipel des Glénans, des plages de l'archipel des Glénans.
Lucienne Moisan est guide. Elle connaît toutes les merveilles, mais aussi les dangers de ces îles. L'archipel des Glénans, on ne peut pas y venir naviguer comme ça, il y a des cailloux quand même partout. Il ne suffit pas simplement de savoir lire la carte, il vaut mieux bien connaître le secteur. Ce paysage exceptionnel est devenu le terrain de jeu des navigateurs du monde entier. Les Glénans, c'est d'abord une école de voile réputée. Chaque année, 15 000 stagiaires viennent camper sur ces îles pourtant sans eau courante et sans électricité. Les Glénans, dit-on, c'est un virus. Camille l'a attrapé très tôt. J'ai commencé comme stagiaire quand j'avais 15 ans, c'est mes parents qui m'ont envoyé, et puis j'ai mordu à l'hameçon et j'ai plus trop lâché. Donc, Il y a eu pas mal de dessalage là chez les niveaux 5. Tu peux juste aller voir où est le troisième du coup. Ouais. Ce qui fait la renommée des Glénans, c'est à la fois la beauté des sites, le fait que les moniteurs aussi naviguent sur support, donc ils sont très proches de leurs stagiaires. C'est aussi l'ambiance qu'on peut avoir à terre, parce que les Glénans c'est une école de voile, mais c'est aussi ce qu'on appelle une école de vie et une école de mer, donc c'est vivre ensemble. Sur Terre, impossible de différencier les stagiaires des moniteurs. Ici, pas de cuisinier ni de femme de ménage. Chacun participe aux corvées, comme sur un bateau. Chacun donne une journée de la semaine aux autres. On prépare les repas, on fait la vaisselle et on fait la même chose pour le dîner. Dans la vie, François est cadre dans les ressources humaines. Laura, elle, vient tout droit de Rome. C'est bon? Vous ne brûlez pas, hein? Vous avez besoin des mains. Le concept intéressant, c'est qu'au bout de 4 semaines de bénévolat en tant que maîtresse de maison, tu as les droits à 1 semaine gratuite de stage de voile. Le bénévolat, un fondement pour cette école. 80% des moniteurs travaillent gratuitement. Ici, le maître mot, c'est le partage. Comme à l'origine, quand en 1947, les résistants Hélène et Philippe Vianney font venir sur ces îles aux airs de paradis, déportés et maquisards déboussolés par la guerre. 70 ans plus tard, dériveurs et catamarans affrontent toujours la mer, malgré le vent, un peu furieux ce jour-là. Ouais, vas-y, je peux passer ici. Dans un stage comme celui-là où c'est une formation de moniteur, il faut quand même faut être prêt à naviguer en toutes conditions. On y va quand même. Ici, on passe 4 à 6 heures par jour sur son bateau, enfin presque. Élèves et moniteurs tentent d'apprendre à dompter les vagues et le vent, toujours imprévisible. Et au milieu de cette mer, demeurent les phares érigés en boussole, comme ici celui de Pinfret. Le navigateur Jean Lecam le connaît depuis son enfance. Il rendait régulièrement visite à son gardien. Ce phare, c'est pour lui un repère qui annonce la fin du voyage, comme au retour du Vendée Globe. Aujourd'hui, il y a 3 phares qui me viennent en mémoire. C'est le phare de Pinfret, bien sûr, c'est le phare du Cap Horn, et puis c'est la Tour Eiffel. Tous les phares, ils donnent du réconfort à un marin, parce que nous, on arrive d'un tour du monde qui dure quand même 3 mois. Un phare, c'est un symbole, c'est quelque chose de réel, de concret, quoi. C'est pas une latitude, longitude sur un GPS. Quand on voit la lumière d'un phare, on sait que derrière, il y a un vrai phare. Ils ont éclairé les trajectoires des marins aguerris, d'Éric Tabarly à Michel Desjoyaux. Ces navigateurs du monde entier qui, tous un jour, ont sillonné ce petit paradis des Glénans. Et c'est ainsi que se referme Code 24. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.